Pendant très longtemps, un orateur, pour moi, c'était ça. Quel plaisir, très heureux d'être face à vous aujourd'hui pour m'adresser à un public aussi nombreux et aussi beau que vous l'êtes. Waouh, j'ai au fond un sentiment si particulier en vous voyant chacun d'entre vous. Vous voyez cette forme assez guindée, cette forme assez empruntée, très technique, hein, un regard, une posture, une gestuelle, une voix parfaite avec cette voix très particulière. Et donc, pendant des années, j'étais tout le temps comme ça. Mais quand je vous dis tout le temps, c'était vraiment tout le temps, que ce soit dans un cadre solennel, public, ou même avec des amis. Du coup, je me retrouvais à table ou à prendre un verre avec des amis un petit peu comme ça. Waouh, écoute Jean, je suis très heureux de te voir. Quel plaisir de t'avoir face à moi. Tu es une personne qui est à la fois mais très sympathique et qui est pourtant à mes yeux si délicieuse. Je suis très heureux. Bon, vous voyez, il y avait un truc qui n'allait pas. Ce qui faisait qu'au fond, j'étais pas à l'aise dans des situations très personnelles, alors que j'étais à l'aise dans des situations solennelles, de prise de parole en public, puisque j'avais été formé, mais il me manquait quelque chose. Ce quelque chose qui allait être le trait d'union entre l'aisance ressentie face à un public, une fois que vous êtes formé à la prise de parole en public, mais cette aisance aussi sociale, cette aisance du quotidien, permettant de diminuer le niveau de stress que l'on ressent tous, et au fond, de dire ce qu'on pense avec assertivité, de s'affirmer, d'exister, bref, d'être soi et d'être libre. Cette chose, c'est ce que je vais vous livrer, c'est ce qui m'a permis d'être à l'aise en toute situation, de m'adapter, c'est ce qui m'a permis d'être à l'aise et de faire preuve d'adaptation oratoire. Ce concept, je l'ai créé et ce concept, je le développe en ce moment dans un livre que vous aurez peut-être le plaisir de lire qui s'appelle « La théorie du cadre » ou l'art d'être cool. Mais avant de vous livrer ce concept qui va vous aider à être aussi à l'aise face à un grand public que dans un cadre plus minimaliste, qui suis-je ? Nicolas Mel, moi je suis formateur en prise de parole depuis bien des années et je suis un ancien très grand timide. Je sais ce que c'est que d'être tétanisé, anxieux, à l'idée de devoir s'exprimer, rater ses prises de parole, être totalement frigidifié, paralysé au moment de devoir prendre la parole. Et je sais aussi, suite à mes expériences, que cela peut se dépasser, se travailler et se supprimer. Et c'est un petit peu ce que j'ai fait au cours de mes études à Sciences Po Paris, à l'École normale supérieure et au cours de mes expériences professionnelles. Aujourd'hui, j'ai créé le cabinet de formation Silence qui est spécialisé dans la formation en prise de parole et j'accompagne des clients variés, des partis politiques, des entreprises, des personnes à titre particulier qui vont avoir deux objectifs: mieux gérer un stress, être enfin à l'aise face à un public et enfin être éloquent et convaincant dans toute situation. Je suis aussi l'auteur du livre Silence ou l'art de prendre la parole avec aisance et éloquence en toutes circonstances. J'adore les titres longs. Et j'ai le plaisir d'intervenir régulièrement dans les médias pour diffuser mon message, celui selon lequel la parole peut s'apprendre et la parole est un art qui se développe. Aujourd'hui, on parle d'aisance et d'adaptation oratoire. Développez votre adaptation oratoire, adaptez-vous grâce à la théorie du cadre. À moi la parole. Partons d'un postulat, une hypothèse de travail. Ce postulat nous dit qu'à chaque situation sociale, il y a un comportement requis, adapté ou attendu. Ce comportement, on le décrit grâce à la théorie du cadre, suivant 4 types possibles. Une typologie qui se décline en 4 possibilités. Le surcadrage, le cadrage, le décadrage, le sous-cadrage. Chaque cadre correspond donc à un comportement particulier. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. En surcadrage, vous êtes monsieur parfait. Votre ennemi, l'erreur. Et vous ne voulez absolument pas en faire. Vous faites preuve d'un contrôle de vous très fort. Et tout est maîtrisé. Les caractéristiques du surcadrage, monsieur parfait, le regard va être très continu sur l'interlocuteur. Et il va être aléatoire, hasardeux et distribué. La posture est en général très expansive. La personne a les omoplates rapprochées, les épaules ouvertes. L'ancrage au sol, la personne va être très ancrée. Elle va faire un minimum de gestes. La voix va être peu marquée par l'émotion. Sur le plan verbal, le langage sera très soutenu, les mots seront bien choisis, la syntaxe similaire à un style écrit. Certains diront dans les points avantageux que quelqu'un qui surcadre va être très impressionnant, très crédible, il va paraître très sérieux, très professionnel. Le problème du surcadrage, c'est que, comment dire, Monsieur Parfait n'arrive pas à créer du lien. Monsieur Parfait est un petit peu distant. Et Monsieur Parfait, vous votez pour lui en tant que président, mais vous ne le faites pas venir à votre anniversaire. Et cette distance, elle est difficile à gérer pour Monsieur Parfait. Est-ce que c'est le cadre que vous allez devoir adapter pour être à l'aise en toutes circonstances? Non,
non, vous ne jouez pas à Monsieur Parfait. Quand bien même Monsieur Parfait est plus crédible et plus légitime, il en est distant, ce qui fait qu'on a du mal à créer du lien, notamment dans des interactions interpersonnelles, dans un cadre par exemple plus familier. Le deuxième cadre, encadrage. Encadrage, vous êtes Monsieur Normal. Monsieur Normal, il se fond dans la masse. Monsieur Normal, il a un regard qui est un petit peu moins soutenu, mais qui est quand même présent. Il a une posture qui est un petit peu moins technique, mais qui existe quand même. Il a une voix qui est un petit peu plus marquée par l'émotion, une gestuelle plus présente. Monsieur Normal s'exprime de la même façon que les autres. Monsieur Normal est donc avantagé parce qu'il se noie dans la masse, il est invisible. Mais il présente le défaut suivant, il se noie dans la masse et il est invisible. Au fond, est-ce que vous allez jouer à Monsieur Normal pour être à l'aise en toutes circonstances? Non. Non, parce que d'une part, on ne sait pas trop comment faire, et on a tous une personnalité. D'autre part, personne n'a l'ambition d'être normal. Personne ne veut faire comme les autres. Tout le monde a une personnalité et tout le monde veut exprimer cette personnalité. Donc on ne jouera pas à Monsieur Normal, quand bien même il y a des avantages, je me noie dans la masse, quand bien même il y a des inconvénients, je me noie dans la masse. Le troisième cadre, le décadrage. Alors le décadrage, on va un petit peu plus à gauche dans la théorie du cadre et il se caractérise par plus de lâcher prise que de contrôle de soi. En décadrage, vous êtes Monsieur Cool. Vous voulez chercher le plaisir, l'émotion, faire ce qui vous plaît, avoir quelque chose de positif, ressentir une émotion positive. D'un point de vue technique, quelqu'un qui décadre va avoir une posture qui est beaucoup moins soutenue, qui est carrément relâchée, qui est croisée, bras ou jambes. Un regard qui va être très peu continu, en fait, beaucoup plus du eye contact qu'un regard continu. Donc vous allez appuyer le regard à certains moments, mais à des moments qui accompagnent le discours, pas de technique. La posture est beaucoup moins technique, la voix est beaucoup plus marquée par les émotions et au niveau du fond, on a des syntaxes qui sont beaucoup moins propres, qui ressemblent beaucoup plus à un style oral qu'à un style écrit. Le vocabulaire est beaucoup moins riche, beaucoup plus familier, beaucoup plus de l'ordre du jargon. En décadrage, vous jouez à Monsieur Cool et vous appréciez ça. Point positif, en décadrage, vous allez pouvoir créer du lien, vous allez être beaucoup plus proche de votre public, vous allez le faire sourire, le faire rire, ressentir des émotions et on va aimer votre présence pour les émotions que vous nous faites ressentir. Mais voilà, vous me voyez venir, il y a un gros désavantage à être Monsieur Cool, à être en décadrage. Ce désavantage, c'est que pour certaines personnes, vous n'êtes pas crédible. Vous leur êtes tellement familier qu'il ne vous accorde aucune légitimité. Et on le verra tout à l'heure, certaines personnes sont bloquées en décadrage. De la même façon que d'autres personnes sont bloquées en surcadrage. Le problème du décadrage, la crédibilité. Le point positif du décadrage, la capacité à vous lier. Est-ce que vous allez adopter ce cadre pour être à l'aise en toutes circonstances? Non, non, ce n'est pas le bon cadre. Et on va voir un dernier cadre, et peut-être sera-t-il le bon cadre à adopter. Le quatrième cadre de la théorie du cadre, c'est le sous-cadrage. Et en sous-cadrage, vous êtes Monsieur Libre. Le sous-cadrage, vous le voyez entre 2h et 3h du matin, en soirée le samedi soir ou pour les plus téméraires le jeudi soir. Et vous le voyez parce que c'est cette personne qui est Monsieur Libre. Il est en roue libre, il dit ce qui lui passe par l'esprit, il fait ce qu'il veut. L'objectif pour Monsieur Libre, c'est d'être dans la liberté et donc de ne plus avoir de contraintes. Monsieur Libre a quasiment zéro filtre. Avantage, Monsieur Libre dit ce qu'il veut et il a cette capacité à créer des souvenirs mémorables chez son public. Il a fait cette chose, il a dit cette chose que je n'avais jamais entendue, il s'est comporté de façon si désinhibée que ça m'a choqué, que ça m'a marqué. Le problème, c'est que Monsieur Libre est totalement inadapté à bien des situations professionnelles et personnelles parce qu'il choque, justement. Monsieur Libre, on le reconnaît par cette posture qui n'y fait pas attention, par ce regard qui peut être totalement absent, par cette voix qui est totalement marquée par l'émotion, par cette syntaxe décousue, par ce style difficile à comprendre parfois, qui lui est propre, plein de néologismes. Mais Monsieur Libre a cette capacité à vous faire vivre des choses que vous ne vivrez jamais de nouveau. Mais le problème, c'est qu'il ne respecte aucune convention sociale. Faut-il être Monsieur Libre pour être à l'aise en prise de parole? Non, non et non. Ni Monsieur Parfait en surcadrage, ni Monsieur Normal en cadrage, ni Monsieur Cool en décadrage, ni Monsieur Libre en sous-cadrage. Monsieur ou Madame, hein, les deux passent. Mais là, vous allez me dire, attends, mais Nicolas, tu es en train de te foutre un petit peu de nous parce que tu nous as dit qu'il y avait un cadre qui allait marcher, mais si je comprends bien, tous les cadres de la théorie du cadre ne fonctionnent pas. Ce que vous allez faire pour être à l'aise face à une personne ou 100 personnes, ce que vous allez faire pour
être enfin adapté aux situations que vous vivez. Ce que vous allez faire pour diminuer le niveau d'anxiété en fonction des situations dans lesquelles vous vous trouvez, c'est très simple. Vous allez appliquer la théorie des cadres, c'est-à-dire, 2 points. Vous allez vous balader de cadre en fonction du moment dans la situation que vous vivez. Les meilleurs orateurs, les meilleures oratrices le font très très bien. Vous commencez en surcadrage, monsieur parfait, on ne vous connaît pas, on se base sur ce que l'on voit ou sur ce que l'on perçoit. Et au fur et à mesure, si vous voulez créer un effet drôle, créer du lien, vous passez en décadrage. Et ensuite, vous allez revenir en cadrage quand vous allez réaffirmer votre propos, vouloir faire preuve de crédibilité. La théorie du cadre présente plusieurs intérêts. Réhabiliter le décadrage, pour certaines personnes, on ne décadre pas, on n'est pas un clown. Et pourtant, on vient de voir que le décadrage était utile pour créer du lien. Pour d'autres personnes, pardon de l'expression, mais j'ai pas un balai dans le cul. Donc moi, je ne surcadre pas. Et pourtant, la théorie du cadre nous dit bien que surcadrer est nécessaire pour être crédible aux yeux de certaines personnes. Vous n'êtes aucun de ces cadres, ou vous les êtes tous. Dès lors, si vous êtes tous ces cadres, vous pouvez adopter ces cadres au fur et à mesure. Ou si vous n'en êtes aucun, votre personnalité va se mouler au travers de ces cadres. Ce faisant, vous serez cet orateur brillant, à l'aise en toutes circonstances, comme beaucoup le sont. Je pense notamment à Barack Obama, qui a cette capacité folle à être à l'aise dans tous les cadres de la prise de parole. Alors, le sous-cadrage est un petit peu moins adapté, mais d'autres orateurs, notamment en France, ont des difficultés à se balader de cadre en cadre. On a tendance à être un petit peu plus bloqué en surcadrage, notamment dans certaines sphères politiques. Mais l'objectif, c'est que vous soyez à l'aise pour vous balader de cadre en cadre. Je vous fais confiance là-dessus, c'est noté, je sais que vous prenez des notes ou pas, c'est pas grave, mais vous êtes capable de changer de cadre en fonction des situations. Donc il suffit de changer de cadre pour être à l'aise et le tour est joué, j'ai envie de dire. Fin de la vidéo, bonne journée. Mais vous voyez, il reste encore un peu de temps. S'il reste du temps, c'est parce que quand vous allez essayer de changer de cadre, vous allez être un petit peu en difficulté. Et on va voir pourquoi. Parce que vous allez me dire, bon, si je veux être sérieux, crédible, surcadrage. Et j'adopte les codes du surcadrage. Si je veux me noyer dans la masse, cadrage. J'adopte les codes du cadrage. Si je veux être dans le lien, faire rire, faire sourire, décadrage. Et j'adopte les codes du décadrage. Si je veux être vraiment extravagant et marqué, sous-cadrage. Et j'adopte les codes du sous-cadrage. Oui, mais voilà, il va y avoir des biais qui vont vous limiter dans le passage d'un cadre à un autre. Et prendre conscience de ces biais va vous éviter de tomber dans les cas des 9 personnes sur 10 qui, conscients de la théorie du cadre, n'arrivent pas à changer de cadre dans certains moments sociaux ou de prise de parole en public. Et donc, on va voir les biais dans lesquels vous allez éviter de tomber pour appliquer la théorie du cadre avec un maximum d'efficacité. Le premier biais, c'est l'excès de cadre. Alors, l'excès de cadre, c'est quoi? C'est demain, vous allez au boulot, vous avez vu cette vidéo, vous êtes super content et vous vous dites « Allez, je vais décadrer comme pas possible parce que moi, je surcadrais tout le temps, mais j'ai compris que décadrer, ça me permettait de créer du lien. » Et on passe de « Bonjour Jean-Claude, j'espère que vous allez bien » à « Yo Jean-Claude, comment ça va Jean-Claude? Écoute, je suis super content de te voir. » Et là, c'est l'excès. C'est l'excès. Alors, je suis excessif dans ma façon de représenter l'excès, mais vous voyez l'idée. On va prendre conscience du décadrage et de son utilité et on va de manière excessive appliquer un changement de cadre. Or, un changement de cadre s'applique aussi en fonction de la situation dans laquelle vous êtes. Certaines situations ne peuvent pas accepter de décadrage. Certaines situations ne peuvent pas accepter de surcadrage, surtout si l'antériorité, si votre rapport antérieur était beaucoup plus surcadré ou décadré. Donc, vous allez tout simplement analyser la situation avant d'appliquer un cadre. Et donc, ça va vous permettre d'éviter l'excès de cadre. On évite l'excès en analysant d'abord et en appliquant ensuite. Le deuxième biais, c'est un biais dans lequel beaucoup de personnes tombent, la fusion avec son cadre de référence. On a tous, et vous en avez un, j'en suis sûr, un cadre dans lequel on est plus à l'aise dans certaines situations, voire dans la vie de tous les jours. Moi, pendant des années, et je vous le dirai tout à l'heure, j'étais beaucoup plus à l'aise en surcadrage. Je sortais le dimanche, j'étais en cravate, costume, etc. Je vivais surcadré. Et j'en ai déduit la chose suivante, j'étais quelqu'un de sérieux, j'étais quelqu'un de professionnel tout le temps, j'étais en surcadrage, j'avais fusionné avec mon cadre de référence. Vous n'êtes pas vos cadres. Parce que le danger à fusionner avec son cadre de référence, c'est de ne plus être capable de sortir de ce cadre et à se retrouver dans certaines situations en étant très mal à l'aise parce que certains cadres ne sont pas du tout adaptés à ces situations. Je vais en soirée ou en boîte, et vu que je suis quelqu'un de sérieux et de surcadré, je ne prends aucun plaisir à être dans cette situation-là parce que j'ai fusionné avec mon cadre de référence. Donc, rappelez-vous de ça, vous n'êtes pas vos cadres. Si vous pensez être un cadre, c'est que vous avez fusionné avec ce cadre, que vous avez adopté trop longtemps ce cadre. Et la bonne façon de s'en départir, c'est de se rappeler que chaque cadre a ses avantages et ses inconvénients et que chaque cadre est au même niveau.
Le surcadrage n'est pas supérieur au décadrage de manière absolue, mais de manière relative. Dans certains cadres, le décadrage est plus intéressant, ou dans d'autres, le surcadrage est plus à propos. Le troisième biais dans lequel on peut tomber, et c'est le cas quand on est dans des situations qu'on ne connaît pas, nouvelles, et qu'on peut souffrir d'un petit syndrome de l'imposteur, c'est la suradaptation. On voit, et après avoir analysé, on voit que les personnes sont plutôt un cadrage-surcadrage, et on va chercher à être plus royaliste que le roi, pour mieux s'intégrer. Je me balade et puis je vois que les personnes sont cadrées et je vais être en surcadrage par rapport à ces personnes. Ou je vois que les personnes sont en décadrage et je vais être en sous-cadrage. Donc je suis dans l'exagération par rapport aux personnes qui sont face à moi. Le problème de la suradaptation, c'est que d'une part, vous n'allez pas pouvoir exprimer votre personnalité et d'autre part, vous allez faire un effort qui va vous coûter. Un comportement surcadré par rapport à un comportement cadré est un comportement coûteux et fatigant. C'est comme si, je ne sais pas, il fait très très chaud, quelqu'un qui cadre va venir en t-shirt, quelqu'un qui surcadre va venir en veste. Vous voyez, quelqu'un qui surcadre fait un effort par rapport à celui qui cadre, puisqu'il vient en veste, tout ça pour tenir la posture. Donc la suradaptation est dangereuse parce que sur le long terme, vous allez vous épuiser. Ce que vous pouvez faire pour limiter la suradaptation, c'est reconnaître votre vulnérabilité. Bon voilà, je suis un petit peu mal à l'aise, je ne connais pas trop ce cadre-là, je suis dans une situation que je ne connais pas. En reconnaissant votre vulnérabilité, vous allez vous éviter une suradaptation. On cherche à s'adapter évidemment pour être à l'aise, mais on évite de se suradapter pour augmenter le niveau de malaise, même si ça permet de le cacher. Le quatrième biais, le rejet de cadre. Alors ça, c'est quelque chose d'assez courant. Je vois quelqu'un qui surcadre, qui est bien habillé, qui est dans un regard, une posture, une gestuelle, une voix, et je me dis la chose suivante, peut-être que je ne lui dis pas parce que je reste poli. Putain, mais il a un balai dans le cul, quoi, le mec, c'est ouf, quoi. Enfin, il est coincé. Il est coincé, c'est hyper gênant. Je déteste voir les personnes comme ça, quoi. Ça me débecte. Et de la même façon, cette personne qui est hyper coincée, qui vous voit arriver, qui est en t-shirt, short, etc., elle va se dire « Mais qu'est-ce que c'est que ce clown? Qu'est-ce que c'est que ce clown? Il est tellement pas crédible. » Qu'est-ce qui se passe? La première, comme la deuxième personne, rejette le cadre de l'autre. Pourquoi le rejettent-elles? Parce qu'elles partent du principe que leur cadre est supérieur. Elles ont fait une espèce de hiérarchie de cadre. Le rejet de cadre est dangereux puisque vous allez vous interdire d'appliquer ce cadre-là. Ce que vous allez faire, ne rejetez pas le cadre des autres en comprenant que chaque cadre a ses avantages et ses inconvénients et que chaque cadre est plutôt adapté à une situation ou à une autre. Le cinquième, qui peut être un petit peu gênant, que vous avez peut-être déjà vécu. Je ne connais pas quelqu'un et je me dis que je vais commencer par décadrer. On est dans un cadre professionnel, mais je suis en maîtrise, ça fait longtemps et au fond, je suis à l'aise. Et je commence à voir la personne et je lui dis « Écoute, très content de te rencontrer, comment vas-tu ?» Et là, la personne vous répond « Écoutez, je vous propose qu'on se vouvoie pour commencer, ce sera beaucoup plus simple comme ça. » La personne impose le vouvoiement. C'est ce qu'on appelle une rupture de cadre. La personne qui vous parle va mettre une distance et va imposer un cadre alors que vous aviez imposé un cadre initial. Pour éviter une rupture de cadre, vous allez commencer en surcadrage ou dans un cadrage fort, cadrage ou surcadrage, et vous allez petit à petit aller vers un décadrage. Si vous allez trop tôt vers un décadrage, on vous le reprochera et ça va rompre le cadre en place. L'avant-dernier biais, le mimétisme inconscient. Au fond, au quotidien, on imite les cadres des personnes à qui nous parlons. Et il y a des personnes dont on imite le surcadrage ou d'autres personnes dont on imite le décadrage. Et si vous êtes plus à l'aise en surcadrage ou en décadrage et que vous imitez de façon inconsciente votre interlocuteur, vous allez adopter un cadre qui ne va pas vous plaire. Pour éviter le mimétisme inconscient, prenez-en conscience. Face à certaines personnes, vous ne savez pas pourquoi, mais vous vous mettez à surcadrer. Et face à d'autres personnes, vous ne savez pas pourquoi et vous vous mettez à décadrer. Prenez conscience du mimétisme inconscient pour en limiter ses effets et soyez à l'origine du cadre que vous voulez adopter. Évidemment, toujours après avoir analysé la situation. Si vous le faites, vous ne subirez pas, ou moins, le mimétisme inconscient qui fait qu'on adopte le cadre de la personne qui est face à nous, sans le vouloir parfois. Enfin, le biais le plus difficile à dépasser, l'enfermement de cadre. Il y a des situations que vous vivez, j'en suis sûr, que vous connaissez au quotidien dans lesquelles on sait qu'on pourrait décadrer. On sait qu'il faudrait surcadrer et pourtant on n'y arrive pas. Elle s'avance sur scène. Il y a face à elle 70 personnes, il fait assez sombre et je la vois monter comme ça les escaliers qui la séparent de son pupitre. Pupitre sur lequel sont ses notes, notes qu'elle a préparées avec beaucoup d'attention. Il faut dire que Constance l'a préparée, cette prise de parole, qui l'a stressée un petit peu. Elle avait pas mal d'appréhension avant de se mettre à parler. Et donc, elle a structuré sa prise de parole et elle a appliqué la théorie du cadre en fonction du moment où elle va parler.
Elle s'est dit qu'elle allait commencer avec un exorde, une introduction, marquée par du décadrage pour créer du lien. Et puis ensuite qu'elle allait raconter une histoire, faire un storytelling toujours décadré. Et elle s'est dit qu'elle allait confirmer, envoyer ses idées, son message avec beaucoup plus de surcadrage, qu'elle allait toujours surcadrer lors de la réfutation et conclure avec une touche émotionnelle et décadrée. Constance l'a préparé, Constance l'a répété, et elle l'a répété avec moi, donc je le sais qu'elle est capable de le faire. Et pourtant, au moment où Constance se met face à son public, face à son pupitre, avec ses notes, Constance débite et il lui est impossible de se balader de cadre en cadre. Il lui est impossible de changer de cadre dans la situation dans laquelle elle se trouve. Que se passe-t-il? Constance vit quelque chose d'assez commun et d'assez courant. Elle vit un enfermement de cadre. Elle sait qu'il faut changer de cadre. Elle est consciente du cadre à appliquer, mais la situation la bloque dans un cadre. Le décadrage, caractéristique d'un débit rapide, caractéristique d'un regard qui a du mal à se poser, d'un eye contact, caractéristique d'une voix rapide marquée par l'émotion, un tout petit peu tremblante, un décadrage qui est l'expression de l'émotion, un décadrage qui va la tenir tout le long de la prise de parole. Alors, ce qui s'est passé, c'est que Constance a vécu un stress trop fort qui l'a empêché de changer de cadre. Et quand on y pense, c'est exactement ce qui est à l'origine d'un enfermement de cadre, que l'on vit très souvent. La situation impose à nous un comportement particulier et donc un cadre particulier de la théorie du cadre. Pour éviter ça, vous allez travailler ce que j'appelle vos déclencheurs de cadre. Les déclencheurs de cadre, ce sont des actions ou des mots qui vont inconsciemment vous faire changer de cadre dans la situation. Ce sont au fond des petites aides qui vont vous permettre de changer de cadre que vous le vouliez ou pas. Et il y a des déclencheurs de cadre selon le cadre que vous voulez atteindre, si je passe d'un décadrage à un surcadrage. Et il y a aussi des déclencheurs de cadre non verbaux ou verbaux. Et je vais vous dire une petite liste des déclencheurs de cadre. Vous allez choisir votre déclencheur favori, celui qui va vous permettre de façon assez tacite et inconsciente de changer de cadre. Allez, on commence par les premiers changements de cadre. Si vous voulez passer de monsieur parfait à monsieur cool, monsieur surcadré à monsieur décadré, c'est très simple. Je vais vous lire une liste, ça va être assez rapide. Vous pouvez affaisser votre posture, pratiquer le eye contact, mais sans avoir un regard continu, un regard un peu plus mobile. Vous pouvez être plus attentif que concentré, exprimer vos émotions, vos ressentis. Vous pouvez parler de vous, avoir un langage plus familier. Vous pouvez rapporter des paroles au discours direct. Vous pouvez croiser les jambes debout, croiser les bras, avoir un sourire de Duchesne ou encore adopter une tenue plus décadrée et moins formelle. Si vous voulez passer d'un décadrage à un surcadrage, c'est un petit peu l'inverse que vous allez faire et vous allez choisir un déclencheur de cadre parmi la liste suivante. Vous allez appliquer un regard continu, donc beaucoup plus continu sur votre interlocuteur. Vous allez redresser votre dos. Vous allez rapprocher vos omoplates pour vous imposer verticalement. Vous allez ajouter de la rigidité à votre corps. Vous allez jamais parler de vous. Vous allez utiliser des formulations impersonnelles, suivre une structure, écrire le détail de votre intervention, apprise par cœur ou avec vos notes. Vous allez parler comme vous écrivez et vous allez sourire que de besoin. Ce que je voudrais, c'est que parmi la liste que j'ai lue, vous trouviez votre déclencheur de cadre favori. Cette action, cette parole qui va vous permettre de changer de cadre de façon tacite et inconsciente dans la situation dans laquelle vous allez être et éviter de vivre ce que Constance a pu vivre au moment où elle a dû prendre la parole en public. L'objectif, c'est que vous arriviez à faire ça. Sur le sujet, l'argent fait-il le bonheur? Que celui qui n'a jamais rêvé d'être riche me jette la première pierre. Alors en effet, pour beaucoup de personnes, l'argent fait le bonheur. Avoir de l'argent, c'est pouvoir s'acheter des biens, c'est pouvoir profiter de la vie, c'est pouvoir faire ce qu'on veut, c'est pouvoir être libre. Et en effet, avoir de l'argent, c'est profiter de la vie telle que certaines personnes ne pourront jamais le faire. Et si on est moins sérieux 2 secondes, avoir de l'argent, c'est kiffer la vie, quoi. C'est faire ce que je veux quand je veux, je me casse pas la tête et c'est ça qui est cool, c'est ça qui est kiffant, comme dirait mon petit frère Mathieu. D'un autre côté, l'argent ne fait pas le bonheur. Qui ici est heureux et plus heureux parce qu'il a de l'argent que parce qu'il a des amis? Il y a des choses que vous ne pouvez pas acheter. Il y a des choses qui ne s'achètent pas. Il y a des choses qu'on ne peut pas acheter. Les amitiés, la famille, les proches. Donc, au fond, si on ne peut pas acheter ses amis, si on ne peut pas acheter le plaisir, l'argent ne va pas nous permettre d'acheter le plaisir. Et si vous ne pouvez pas l'acheter, cela veut dire la chose suivante, l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. Voilà.
L'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. Et au fond, on est heureux grâce à l'argent, mais pas que. L'argent fait le bonheur, dans une certaine mesure. L'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. Vous avez pu voir au fur et à mesure de cette prise de parole des changements de cadre. Certains y verront des changements de cadre, d'autres y verront d'autres changements de cadre. Mais l'objectif, c'est que dans la même prise de parole, vous puissiez appliquer un cadre fort, surcadrage, et aller aussi dans un cadre plus léger, celui du décadrage. En conclusion, pour être à l'aise, connaissez la théorie du cadre. Surcadrage, monsieur parfait. Cadrage, monsieur normal. Monsieur cool qui décadre et monsieur libre qui sous-cadre. Choisissez. Choisissez après avoir analysé pour ne plus subir des enfermements de cadre ou d'autres biais. Et enfin, ayez toujours un déclencheur de cadre favori qui va vous sortir de certaines situations dans lesquelles vous aurez l'impression de ne pas pouvoir vous en sortir. Le célèbre prix Nobel français André Gide disait ceci: l'intelligence, c'est la faculté d'adaptation. L'aisance, dans vos prises de parole, c'est la faculté de maîtriser les cadres. Ainsi, pour être à l'aise en toutes circonstances, des cadres, vous devez prendre conscience. Car c'est en vous baladant de cadre en cadre et avec un peu de patience que vous arriverez à être cet orateur plein de prestance. Vous m'avez fait le plaisir de m'écouter pendant les 30 dernières minutes et j'ai eu le plaisir de vous raconter et de vous expliquer dans le détail la théorie des cadres. Je sais que vous serez ces orateurs à même de maîtriser cette théorie. Pour l'heure, je vais vous rendre la parole, vous me l'avez donnée. J'ai eu le plaisir de vous parler, mais désormais, c'est à vous de parler.